Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine. Toujours le même principe, je prends les livres qui m'ont occupé durant la semaine, que j'ai lus, que j'ai terminé, que j'ai commencé, que j'ai poursuivi durant cette semaine et je parle de ces livres-là. Aujourd'hui, il y en a 4. 4 livres qui chacun occupe une place différente dans ma semaine. Certains, je les ai à peine commencé ou recommencé en ce qui concerne la Pléiade de Gérard de Nerval. Je ne l'ai pas recommencé à zéro, j'ai repris plutôt cette lecture-là. Et puis, il y a un livre que j'ai terminé, dont j'ai déjà parlé la semaine passée, peut-être même la semaine précédente. Il s'agit de Henning Mankell, Profondeur, un roman qui n'est pas comme la plupart des livres de Henning Mankell, un roman policier, mais qui s'y apparente quand même. L'histoire assez terrible d'un homme qui touche le fond. Et une histoire où cet homme ne se comprend pas lui-même et ne comprend pas pourquoi il trahit les femmes qu'il aime. Il y a une double vie aussi chez ce personnage-là. Et puis, cette idée de profondeur, notre personnage travaille dans l'armée et il a pour mission de mesurer le fond de la mer. On est en période de guerre, pendant la Première Guerre mondiale. Il se retrouve sur une île avec une femme, tout en ayant abandonné sa propre femme et en ayant menti aussi à cette femme qui se trouvait seule sur l'île, mais pas tout à fait seule parce que d'autres hommes passent par là, sont passés par là, ce qui ne plaît pas à notre personnage principal. Bref, une histoire assez dure, histoire d'amour peut-être, mais d'un homme qui ne semble pas capable véritablement d'aimer. Et dont on perçoit, même si tout est raconté de son propre point de vue, qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive et qu'il cède à certaines pulsions étranges et néfastes qui, évidemment, ne sont pas faites pour que tout s'arrange. Et l'histoire est tragique. Alors, je ne vais pas tout raconter ici. Je vais peut-être juste lire quelques passages. Il y a des chapitres courts. Alors, je prends presque au hasard, ou même quasiment ou complètement au hasard, le chapitre 175, puis peut-être je continuerai un petit bout de la suite. Août tirait vers sa fin, un vent d'ouest d'une force inhabituelle s'entêtait. Au passage d'une tempête d'automne foudroya un pin sur l'île d'Armeneux. Peut-être les mêmes clés ouvraient-elles les voies du souvenir ou de l'oubli. Ou était-ce plutôt la colère qui était derrière la même porte? Christina Tacker, c'est l'une des 2 femmes de notre personnage principal ici, et son enfant s'éloignait. Mais lui, le narrateur, Lars, où était-il? La plus grande distance à laquelle je dois me mesurer, c'est celle qui me sépare de moi-même. Où que je sois, la boussole pointe de toutes parts vers l'intérieur de moi-même. Toute ma vie, j'ai usé de faux fuyants et de détours pour essayer d'éviter de me retrouver face à moi-même. Je ne sais pas du tout qui je suis et je ne veux pas le savoir. C'est une des clés qui est reprise à plusieurs reprises, presque un peu trop, cette lecture métaphorique des profondeurs de l'âme insondable et profondeur de la mer. Il y a presque un côté trop systématique, je trouve, dans ce lien métaphorique. Mais parce qu'il touche le fond, et on joue sur cette expression-là. Et puis, dans le chapitre suivant, encore plus court, là j'ai lu le chapitre entier 175, le 176, c'est 2 petits paragraphes, c'est 7 lignes en tout. Il est question de l'autre femme. Sarah Fredrika sentait que son corps était apaisé. Elle parlait sans cesse du voyage qu'il ferait quand l'enfant serait là. Il y a un enfant du côté des 2 femmes.
Parfois, ces conversations devenaient insupportables. L'îlot devenait un poids, un ballast dans ses poches qui entravaient tous ses mouvements. Il ressongeait aux paroles d'Engla, aux rochers qui rongent jusqu'à l'os. Engla, c'est une sage-femme. Et lui n'est pas un sage homme. Et donc, il est, notre personnage, coincé entre deux femmes et puis entre ses propres démons, ses actes que lui-même a accomplis et qui sont assez terribles. Et je ne vais pas en parler plus. Mais il y a quelque chose qui, dans ce livre-là, nous emmène effectivement dans les profondeurs de l'esprit humain, dans ce qui n'est pas sondable. Il se retrouve seul sur une île déserte. Quelques jours plus tard, du crachin, pas de vent. Il fit le tour de l'île. Soudain, il fut traversé par une vision. Tous ces rochers réunis étaient comme des archives, comme les livres d'une bibliothèque infinie, ou encore des visages qui pourraient être tirés de l'oubli et observés par les générations futures. Des archives ou un musée. Il n'arrivait pas complètement à mettre au clair sa vision. Mais l'automne approchait, et bientôt les portes de ces archives ou de ce musée fermeraient pour la saison. Voilà. Les nuits de gel arrivèrent. Ambiance froide pour ce livre qui nous permet de creuser profond. Ambiance moins froide pour le deuxième livre que j'ai pas mal avancé durant cette semaine, le Décaméron de Boccace, histoire d'amour, où il est aussi souvent question de plusieurs couples pouvant se former. Là, on a un homme qui se retrouve avec deux femmes. Souvent, c'est le contraire dans le Décaméron. Alors, le Décaméron, il y a des histoires très variées. C'est 100 nouvelles racontées à tour de rôle sur des thèmes différents par 10 personnages en 10 journées, avec chaque jour un thème différent. Alors, j'en suis dans une partie un peu légère. Il y a eu des histoires assez tragiques au début de ce Décaméron. Et puis, là, j'en suis à la 7e journée, et dans ces journées-là, 5, 6, 7, des histoires plus courtes de maris cocus ou de femmes qui parviennent à berner leur mari en ne bernant pas leur amant. Et donc ici, c'est la femme qui a plusieurs hommes, et c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus positif pour les femmes notamment que dans ce livre-là, où les femmes souffrent terriblement de cet homme qui est perdu en lui-même, mais qui surtout n'est pas capable de ressentir ce qu'elles ressentent. Or ici, les femmes se défendent face à des maris qui ne sont pas à la hauteur. Alors, je vais aller lire une de ces petites nouvelles. Elles sont souvent courtes, il y en a des plus longues. Il y a une diversité qui est très plaisante. Alors on est au Moyen-Âge, donc on est dans une époque où on a des sortes de lieux communs qui reviennent sans cesse. Et c'est aussi ceci le plaisir. Mais j'ai quand même l'impression que bien souvent, il y a une sorte de modernité, notamment pour la place des femmes. C'est un homme, Boccace, qui écrit, mais ce sont des femmes, 7 sur 10 des personnages qui racontent ces histoires-là sont des femmes, et souvent ces femmes sont mises en avant, ces femmes sont presque féministes. Du moins, on va dans cette direction. Parfois, malgré des structures masculines qui dominent, mais les femmes arrivent à être défendues. Elles sont défendues généralement.
Alors, quelle nouvelle prendre? J'en prends une là aussi, j'en avais sélectionné quelques-unes. Prenons peut-être la 7e nouvelle de la 6e journée. L'art d'utiliser les restes, tel est le titre qui a été donné ici. Je crois que le titre il est donné ici par le traducteur et pas par Boccace lui-même. Et puis je passe une petite introduction, puis je lis juste un petit bout de cette histoire-là. Mes nobles amis, il est précieux d'être éloquent à tout propos, mais surtout quand la nécessité l'exige. Tel fut le cas d'une gentille dame dont j'ai dessein de vous parler. Elle fit naître le rire et la joie dans l'auditoire et, qui plus est, se déroba elle-même à l'étreinte d'une mort ignominieuse. Écoutez plutôt mon histoire. Sur la terre de Prato, une loi aussi répréhensible que cruelle condamnait au bûcher, sans distinction aucune, la femme adultère que le mari trouvait en compagnie de son amant, et la femme vénale surprise avec le premier venu. On voit justement ces lois misogynes qui sont mises en place. Philippa, une belle et charmante femme, plus amoureuse que toute autre, était dans sa chambre quand Rinaldo de Pugliesi, son mari, la vit au bras de Lazzarino, aimable et valeureux jeune homme du pays et que Philippa aimait autant qu'elle-même. Le spectacle transporta Rinaldo de fureur. Il eut de la peine à ne pas courir sus à Lazzarino pour le tuer, et s'il n'eût donné de ses propres forces, il aurait cédé à l'élan de son courroux. Mais cette maîtrise de soi ne l'empêcha point de réclamer aux lois de sa province ce qui lui était personnellement refusé, je veux dire la mort de sa femme. Il réunit donc assez de témoignages probants pour convaincre Philippa de son crime, et le lendemain, sans revenir sur sa résolution, accusa la dame et la fit citer en justice. Philippa était pleine de courage, ce qui est habituel aux femmes réellement amoureuses. En dépit du conseil que lui donnèrent une foule d'amis et de parents, elle résolut d'aller au tribunal. Elle préférait l'aveu de la vérité et une mort glorieuse à la lâcheté de la fuite, à l'existence d'une contumace exilée. Elle voulait aussi se montrer digne du parfait amant dans les bras de qui on l'avait surprise la nuit précédente. Escortée d'amis et d'hommes qui, tous, l'encourageaient à nier, elle comparut devant le podestat, et le visage impassible et la voix ferme lui demanda l'objet de cette convocation. En regardant cette femme à l'éclatante beauté, dont le maintien passait tout éloge, et dont la parole dénonçait le grand cœur, le podestat sentit la pitié l'envahir. Il craignit qu'elle ne passât aux aveux, et d'être lui-même contraint ou de forfaire à l'honneur ou de prononcer un arrêt de mort. De toute façon, il ne pouvait se dispenser de l'interrogatoire. Il prit donc la parole. Comme vous le voyez, madame Rinaldo, votre mari, est ici pour porter plainte contre vous. Il prétend vous avoir trouvé en flagrant délit d'adultère. Il me demande d'appliquer une loi en vigueur chez nous et de vous faire mourir en châtiment de cette faute. Mais je ne puis rien sans votre aveu. Faites bien attention à votre réponse et dites-moi si l'accusation qui émane de votre mari est fondée. Sans s'émouvoir le moins du monde, la dame répliqua sur un ton fort amène. « Messire, il est exact que Rinaldo est mon mari, et que la nuit dernière il m'a surprise dans les bras de Lazzarino. Étant donné le loyal et sincère amour que je porte à ce jeune homme, je m'y suis trouvé à maintes reprises. C'est ce que je ne nierai jamais. Seulement, et je suis certaine que vous le savez, les lois doivent être communes à tous, et traduire le sentiment de ceux qui risquent de tomber sous leur coup. C'est précisément en quoi est défectueuse la loi dont vous parlez. Elle ne lie que les femmes, les malheureuses. Or les femmes sont bien plus aptes que les hommes à satisfaire de nombreuses demandes.
ce n'est pas tout. Quand on a décrété cette loi, aucune femme ne lui a donné son accord. Aucune femme, qui plus est, n'avait été convoquée. Tout motif raisonnable pour prétendre que la loi est mauvaise. Si vous voulez l'appliquer au préjudice de ma personne et de votre âme, libre à vous. Mais avant que soit rendu l'arrêt de justice, j'implore de vous une faveur qui est mince. Demandez à mon mari si toujours et autant de fois qu'il a voulu, et sans essuyer le moindre refus de ma part, il a trouvé mon corps pleinement docile à son désir. Est-ce oui ou non? Sans attendre que le podestat intervint, Rinaldo fut prompt à répondre que sa femme, quand il l'avait sollicité, avait effectivement souscrit à toutes ses obligations conjugales. Alors, enchaîna promptement la dame, alors, messire podestat, du moment que son besoin et son plaisir sont satisfaits, que devais-je faire? Que dois-je faire du superflu? Le jeter aux chiens? Plutôt que de le laisser perdre ou gâter, n'est-il pas préférable d'en combler un homme charmant, qui m'aime plus que sa propre vie? Presque tous les gens de Prato étaient accourus à l'interrogatoire d'une femme si noble et si connue. En entendant cette plaisante requête, ils éclatèrent d'un rire qui se prolongea, puis soudain ce ne fut autant dire qu'une voix. Tout le monde s'écria que la dame avait raison et parlait d'or. Avant de quitter les lieux, et d'ailleurs, avec la complaisance du podestat, on transforma ce que la loi avait de cruel. On ne laissa subsister le châtiment qu'à l'encontre des dames rendues adultères par l'appât du gain. Rinaldo quitta le tribunal tout confus de sa folle entreprise. Quant à la dame, aussi libre et joyeuse qu'une échappée des flammes, elle fit à sa maison un retour triomphal. C'est intéressant cette histoire-là, puisqu'on nous dit bien que si cette femme est accusée d'adultère, l'homme, lui, ne l'est pas accusé d'adultère, et que la loi même ayant été faite que par des hommes sans que les femmes aient donné leur avis, celle-ci est non valable pour les femmes. C'est presque une idée égalitaire qui est mise en avant ici. On est en plein Moyen-Âge, pourtant. En tout cas, on est au XIVe siècle avec cette histoire-là. Donc, c'est assez intéressant de lire ce genre de propos qui, aujourd'hui, nous paraissent évidents, quoique, pas tout le monde trouvera ceci évident à cette époque-là. Et les femmes, finalement, s'en sortent toujours bien. La condamnation morale de l'adultère, et il y a beaucoup de femmes adultères là-dedans, finalement elle est compensée par la bêtise des hommes. Et si ces femmes sont adultères, c'est parce que les hommes ne sont pas à la hauteur. Alors il y a souvent des histoires comme ça, alors je vais encore lire la fin, j'en suis à la 7e journée, donc il me reste encore quelques journées à lire dans ce Décaméron, ces histoires qui peut-être vont nous emmener ailleurs. On verra bien. Alors, nous emmener ailleurs, c'est ce qui est arrivé aussi à la lecture de Nerval. J'ai repris ma Pléiade Nerval que je traîne depuis bien longtemps. J'en arrive bientôt à la fin. Alors, j'ai commencé une partie qui, dans cette Pléiade assez ancienne, je ne sais pas s'il y en a des plus récentes, c'est fort possible. Ça s'appelle Notes de voyage. C'est un peu rassembler des récits de voyage publiés par Nerval dans des journaux, dans des choses comme ça, où il évoque ses voyages. Alors, après le voyage en Orient, les voyages du côté de l'Allemagne, ici on est notamment, en tout cas dans les 2 chapitres que j'ai lus, et il y en a encore quelques-uns dont je reparlerai par la suite, on est en Angleterre. Il raconte une nuit à Londres, par exemple, avec ce style très libre de Gérard de Nerval, avec cette idée d'un voyage, lui aussi libre. Ce qu'il aime dans Londres, c'est un peu s'y perdre. Alors un petit bout là aussi de Nerval pour le plaisir. C'est le 2e chapitre, une nuit à Londres. Je m'étais endormi sur le South Western Highway, et en me réveillant, je me trouvais emporté par la foule, le long de la chaussée du débarcadère. Tout engourdi encore, je me demandais si je ne venais pas de débarquer à Versailles ou à Saint-Germain.
Une rangée d'omnibus attendait au bout de la galerie. On lisait sur la caisse, en lettres blanches, Piccadilly, Strand, Pall Mall, Kent Road, etc. Il s'agissait de choisir. Je ne choisis pas. Je pris la première voiture, jugeant bien que ce devait être celle qui me conduirait au quartier du centre. Très heureux du reste de ne rencontrer là ni commissionnaire, ni garçon d'hôtel, ni personne qui tînt à m'indiquer quoi que ce soit. Quel bonheur! N'être pas obligé d'aller à un hôtel désigné, d'y prendre une chambre, d'y commander à dîner, d'y faire arranger mes effets, de payer 3 ou 4 estaffiers, et tout cela grâce à la précaution de n'avoir apporté qu'un paquet fort simple que je pouvais laisser au dépôt de l'omnibus. Je descends où je veux, je suis maître de la ville. Je puis m'arrêter au premier restaurant venu, où l'on me servira selon ma fantaisie. Ensuite, aller au café, au théâtre, sans me préoccuper d'un hôtel que je choisirai, comme j'ai fait de l'omnibus, en entrant à l'heure que je voudrais dans le premier qui se présentera sur ma route. Voilà les délices dont je me berçais, regardant Londres comme une capitale ordinaire. Je n'étais pas au bout, etc. Cette liberté du voyageur qui échappe au voyage organisé, moi elle me plaît bien, c'est aussi comme ça que j'aime moi-même voyager, même si je réserve quand même un hôtel auparavant. Bientôt je retourne à Paris, et non pas à Londres, mais avec un peu la même intention que Gérard de Nerval, de se laisser guider par les hasards et de découvrir les lieux. Mais je continuerai à lire Gérard de Nerval et ses notes de voyage, continuant vers d'autres régions. Mais pour terminer aujourd'hui, un livre là aussi dont j'ai pas lu grand-chose. J'ai lu qu'un seul chapitre de cette bande dessinée qui s'appelle Chevrotine, de Nicolas Guignard et Pierrick Starsky. Alors, une histoire assez étrange. Le livre est dédié à toutes les sorcières, à toutes les marmailles. Et on a ici le personnage principal. Ce personnage est tout à fait bizarre. Alors, il y a un chien qui parle. Alors ça, bon, dans la bande dessinée, il ressemble un peu à Milou. Milou parle, et la plupart des chiens parlent dans les bandes dessinées. Mais par contre, il se passe d'autres choses encore plus bizarres. Elle va à la pêche. Et qu'est-ce qu'elle trouve au bout de sa canne à pêche, de son hameçon? Un plongeur. Et ce plongeur, bon, qu'est-ce qu'il fout là? Bonne question. Et surtout, bon, la nuit suivante, ils la passent ensemble. Et le lendemain, on voit une ombre, on voit une hache, on voit du sang. Bref, elle le trucide. Voilà comment ça commence. Et puis après, on se retrouve en ville avec différents personnages qui, visiblement, sont au courant de ces histoires-là ou qui découvrent qu'il y a quand même d'étranges disparitions qui ont lieu dans cette région et qui vont peut-être enquêter. On verra ce qui se passe dans la suite. Voilà donc une histoire qui commence bizarrement. Chevrotine, le titre, nous indique qu'il va y avoir peut-être un peu de violence, mais une violence comique dans cette histoire-là. Alors j'en reparlerai, elle a des enfants, sans doute des enfants issus d'hommes qu'elle a trucidés, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? J'en reparlerai bientôt de ce livre Chevrotine. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les lectures de la semaine, laisser les profondeurs où on pêche des gens dans les étangs, ou les profondeurs beaucoup plus glauques d'Henning Mankell. Je vais laisser ces profondeurs-là, mais la semaine prochaine, il sera question très vraisemblablement des mêmes livres en partie. Il y aura des nouveautés peut-être, on verra bien. Et sinon, je vous dis au revoir et à bientôt.